Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Innovation pour générer des recettes à l'Office des routes dans la province du Bandundu. La paye de la traversée des rivières Kwilu et Kwango a été revue à la hausse pour des véhicules, tandis que motos, vélos et piétons sont aussi désormais soumis au péage. Ce serait prohibitif. Face à des cas des enfants malades gardés dans des hôpitaux pour insolvabilité, les étudiants de l'Institut supérieur du commerce sont cotisés à l'appel de la Beba Gaza. D'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire seront sollicitées ultérieurement. Des experts en réduction des effets dus à la déforestation et à la dégradation se sont retrouvés à Bandundu-Ville pour préparer l'entrée l'année prochaine de la République démocratique du Congo à la Convention d'achat et vente du carbone. Première réserve concernée, le Maïndombe. La RDC est en liste pour la signature l'année prochaine d'une convention achat-vente de réduction des émissions des effets dus à la déforestation et à la dégradation avec le Fonds de la Banque mondiale. Passage obligé, l'atelier de lancement de la phase de conception du programme de réduction de Maïndombe dont la clôture est intervenue le week-end à Bandundu-Ville. Près de 250 participants ont pris part à ce forum organisé par le ministère de l'Environnement et Développement durable par la coordination nationale RAID. Un geste simple mais plein de signification. La signature de cette convention de collaboration entre les différentes parties pour l'élaboration du programme de réduction des émissions dans le Maïndombe a sanctionné la tenue de cet atelier de lancement de la phase de conception de ce programme. Atelier qui s'est déroulé durant 2 jours à Bandundu-Ville. À travers ces signatures, les parties prenantes montrent leur engagement à ce projet. Nous sommes en train maintenant d'élaborer un document final qui va reprendre de façon claire et précise les différentes activités, les différentes propositions que le projet est prêt à s'engager en faveur des concessionnaires forestiers pour que eux ils puissent vraiment adhérer de manière consciente et dans le projet. Mais je peux vous rassurer d'ores et déjà que notre engagement n'est pas à discuter, n'est pas remis en cause. Depuis 2009, nous avons toujours travaillé avec le gouvernement, mais nous avons toujours aussi donné nos aspects des refus au cas où il y a dérapage, surtout en ce qui concerne les groupes minorisés, les femmes, les autochtones. Tout compte fait, nous sommes en train d'appuyer le gouvernement pour ce programme en termes d'expertise et aussi en termes de plaidoyer pour que ça bénéficie vraiment aux communautés. La Banque mondiale qui appuie ce programme estime qu'un grand pas vient d'être franchi. La RDC fait partie d'une première série de pays sélectionnés, mais il faut transformer, il faut aller au bout, donc il y a énormément de travail encore à faire. Alors première étape, encore une fois, la RDC est bien partie, mais il faut que tout le monde soit mobilisé, que tout le monde accepte le consensus pour, encore une fois, transformer cette première étape en succès. Même sentiment du côté de la coordination nationale RAID. Toutes les parties prenantes sont en train de signer ce protocole d'entente. Est une preuve éloquente, n'est-ce pas, que toutes les parties prenantes vont participer à la prise en compte de toutes les préoccupations exprimées par les uns et les autres, parce qu'ils sont parties prenantes, n'est-ce pas, dans l'élaboration, dans l'avancement, n'est-ce pas, de la phase de conception qui va aboutir à son terme à la production de ce document de programme dont on a besoin pour présenter à la Banque mondiale. Hormis l'ancrage communautaire et institutionnel de l'ER Programme, cet atelier avait aussi le mérite de permettre aux parties prenantes provinciales de comprendre le processus d'élaboration du document de programme nécessaire en vue de la signature d'une convention achat-vente de réduction des émissions avec le Fonds carbone de la Banque mondiale. Signé Alain Boma. Revenons à Kinshasa avec le porte-parole du gouvernement qui est revenu hier sur la dernière rencontre entre le chef de l'État et le corps diplomatique accrédité à Kinshasa autour du refus de l'appui de la MONUSCO par la RDC dans le désarmement des FDLR ainsi que la mise en garde de certains ambassadeurs habitués à s'ingérer dans les affaires intérieures congolaises. La mère Mende Omalanga face à la presse. Deux principaux sujets à l'ordre du jour. La MONUSCO
et les désarmements forcés des FDLR. Les porte-parole du gouvernement relaient ici les propos du chef de l'État tenus dimanche face aux responsables de la MONUSCO et aux ambassadeurs chefs des missions diplomatiques accrédités à Kinshasa. Aujourd'hui, personne ne peut donner des leçons aux forces de défense et de sécurité. La question qui se pose aujourd'hui est quels sont des griefs reprochés aux deux généraux par la MONUSCO. S'agissant des présomptions de violation des droits de l'homme qui pèseraient sur les généraux Sikabwe et Mandevu des FARDC et qui les rendraient inéligibles au commandement des opérations de désarmement forcé des FDLR, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, a confirmé que ni lui-même, ni son gouvernement n'ont reçu de la MONUSCO aucun dossier irrelatif. Les porte-parole du gouvernement a aussi donné des précisions sur la décision du chef de l'État. Qui ont été instamment priés de cesser de considérer la République démocratique du Congo comme un pays conquis. Cesser de considérer la République démocratique du Congo comme une sorte de Far West. Vous savez, le Far West. Deuxième principal sujet, les agissements et comportements de quelques diplomates en poste à Kinshasa. Lambert Mende rappelle des propos de Joseph Kabila, je cite, « Les interlocuteurs des diplomates dans un pays sont institutionnels et non privés ». Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement congolais a également évoqué la décision exemplaire prise par la justice militaire qui a condamné à des peines de 20 ans de servitude pénale un groupe de 12 militaires FARDC poursuivis pour coups et blessures ayant entraîné la mort d'un citoyen dans l'est de la RDC. D'ici le mois prochain, débuteront les récoltes du parc agro-industriel de Bukangalunzo et en moyen terme, ces produits inonderont des marchés internationaux selon les prévisions de la troïka stratégique du gouvernement. L'industrialisation de l'agriculture congolaise va enrichir le pays. Le taux d'échange reste stable à 922 francs congolais contre 924 il y a 2 semaines. Et celui d'inflation, 0,09%. Une stabilité qui influe aussi sur le prix intérieur. Ces analyses sont de la troïka stratégique. Mais il n'est pas exclu que nous puissions atteindre la barre de 10, peut-être même un peu plus, 10,4% de taux de croissance suivant les projections préliminaires. S'agissant de prix intérieurs, comme je l'ai dit, ils sont stables. S'agissant des finances publiques, se comporte très bien. S'agissant de la gestion au niveau de la Banque centrale, d'abord la Banque centrale maintient son taux directeur toujours à 2%. Et pour ce qui est des réserves en devises, on est à 1,749 milliard de dollars. S'agissant du dossier Bukangalunzo, le ministre de l'économie nationale doit entreprendre des contacts avec le secteur privé en vue d'un apport particulier à ce projet. La Troïka insiste et a chargé le ministère de l'économie d'entreprendre les contacts avec le secteur privé pour que les entreprises congolaises s'intéressent à ce projet, surtout que ce projet va donner naissance à d'autres, notamment le marché international de Kinshasa, où le gouvernement voudrait voir les entreprises congolaises occuper une grande place en ce qui concerne la commercialisation, la distribution et d'autres, notamment l'emballage. À la question du financement des élections, le gouvernement dit entrevoir un comportement responsable concernant la gestion des finances publiques de manière à constituer progressivement des moyens pour la tenue de ce rendez-vous. Clôture hier à Yaoundé du sommet de la CEAC sur la riposte face au péril Boko Haram et les pays de l'Afrique centrale s'engagent à s'associer à la CEDEAO. Dans cette lutte, le président de la République a été représenté par le ministre des Affaires étrangères et coopération, accompagné de son collègue de la Défense nationale. Toujours dans la campagne camerounaise, le président de l'Union panafricaine de la jeunesse a participé à la première réunion des ministres de la jeunesse du Commonwealth. Francine Mouyumba a bien en avant pris part à la 3e réunion de la plateforme Afrique-Europe des jeunes leaders tenue à Nairobi au Kenya. Patricia Panzou.
La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, revient de Yaoundé au Cameroun, où elle a participé à la première conférence des ministres de la jeunesse du Commonwealth, région Afrique, sous le haut patronage du président camerounais Paul Biya. Une conférence qui a coïncidé avec la célébration du 49e anniversaire de la fête nationale de la jeunesse camerounaise. À cette occasion, Francine Muyumba a plaidé pour une reconnaissance accrue des jeunes dans le programme de l'agenda de développement post-2015. Sur l'emploi et l'entrepreneuriat, la présidente de l'UPJ se réjouit de l'adoption de la réduction du taux de chômage des jeunes de l'Union africaine par les ministres de la jeunesse du Commonwealth et souhaite que cela se réalise. Prenant la parole le 8 février, Madame Muyumba s'est adressée directement aux jeunes leaders du Commonwealth en lançant un appel solennel à la lutte contre le terrorisme visant à déstabiliser le continent. C'était donc sur invitation du gouvernement camerounais que Francine Muyumba a également participé le 11 février à la cérémonie marquant le 49e anniversaire de la fête nationale de la jeunesse. Juste après le défilé, sa délégation et elle se sont rendues au Conseil national de la jeunesse camerounaise pour une séance de travail avec les jeunes leaders. Un appel à la bienfaisance a été lancé par l'Action pour la solidarité et le développement en faveur des enfants démunis dans les hôpitaux par l'abbé Bagaza à l'Institut supérieur du commerce où une collecte a été organisée auprès des étudiants. Les autres institutions d'enseignement seront sollicitées ultérieurement. Emmanuel Dieu avec les enfants, c'est l'intitulé de cette campagne que vient de lancer l'Action pour la solidarité et le développement, initiative de l'abbé Bagaza, dans le but de tendre la main aux enfants vulnérables internes dans les hôpitaux. Une collecte de fonds a été organisée par les étudiants de l'Institut supérieur de commerce, une manière pour eux de porter assistance à ces enfants démunis bloqués dans les hôpitaux pour insolvabilité. Si ces étudiants qui sont eux-mêmes dans des situations difficiles ont pensé à contribuer pour sortir ces enfants dans les hôpitaux, leurs maigres moyens, nous ne pouvons que dire merci à Dieu, que leur chemin soit ouvert, que tout soit normal pour eux. Après la collecte de fonds, la délégation a effectué une descente dans les hôpitaux. Première étape, l'hôpital Saint-Joseph de Limete. Ensuite, l'hôpital de Kalembelembe. Et enfin, l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Un geste salutaire pour les bénéficiaires. Moi, je dis merci à ces étudiants pour ce qu'ils ont fait en notre faveur et pour nos enfants. J'appelle tous les amis étudiants à contribuer à cette action. Aujourd'hui, c'était l'IEC, demain, ça sera l'UPC, l'autre jour, l'UNIKI, ainsi de suite. Nous disons merci à ces étudiants qui ont pensé à nous. On n'avait pas de moyens pour sortir de l'hôpital. Que Dieu se souvienne d'eux. Ce geste de générosité de ces étudiants, véritable exemple à suivre en faveur de toutes les personnes. Car ces enfants en situation de détresse nous interpellent et invitent notre charité à se faire plus agissante à leur égard. Établissement hospitalier toujours, l'hôpital général de référence Sendou à Lubumbashi vient d'être équipé en matériel de technologie de pointe par la Fondation Gettler grâce au plaidoyer du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. On devrait commencer à soigner localement. D'un aspect vieilli à l'extérieur, l'hôpital Sendou de Lubumbashi peut cependant se vanter d'abriter l'un des blocs opératoires le plus moderne du monde. L'Afrique du Sud et les États-Unis y compris. Il doit ce grand mérite à la grande vision de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur de la province du Katanga, qui a plaidé auprès de la Fondation Gettler pour sa construction au prix des millions de dollars américains. Sans s'arrêter à cette première étape, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe vient de l'équiper complètement avec le matériel de la dernière génération du monde médical et chirurgical. Des cialytiques ultra sophistiqués, de nombreux bistouris électriques pour minimiser les hémorragies lors des interventions chirurgicales, des aspirateurs, un système de ventilation et de climatisation centrale à la pointe et au point, des chignols devront aider au forage des eaux afin d'y fixer des vis sans difficulté, des stérilisateurs. Bref,
des équipements complets pour le plus grand bien de la communauté dont les membres ne devraient plus débourser des grosses sommes en devises dans le but d'aller se faire soigner en Europe ou ailleurs, car désormais, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et son équipe leur ont apporté les États-Unis et l'Europe sur place, chez eux, à quelques pas et à coût très accessible, dans un hôpital généralement destiné aux pauvres et aux gagnes petits. Pour l'en remercier, un fait insolite se produit. Des malades quittent sur leurs chaises roulantes leur chambre pour ovationner cet homme hors du commun. Les mères et travailleuses de ce grand hôpital firent également de même à coups de chant et de prières. Du Katanga au Bandundu, les bacs de l'office de route qui relient les deux rives des rivières Kwilu et Kwango sont au sujet de polémiques depuis hier. D'un côté, l'office a majoré les prix de la traversée et de l'autre, la population qui estime incapable d'honorer cette taxation. La ville que vous apercevez à l'autre rive n'est autre que Bandunduville, chef-lieu de la province du Bandundu. Pour y accéder, il faut traverser les rivières Kwilu et Kwango, soit en empruntant la pirogue moyennant 300 francs congolais avec tous les risques, ou soit attendre le bac de l'office de route pour la traverser. Cet engin, principal moyen qui relie les deux bords de ces deux rivières, vient de revoir à la hausse les prix de la traversée. Le prix de la traversée d'un véhicule simple est passé de 25 000 à 32 000 francs congolais. Désormais, vélos et motos qui étaient exemptés doivent également payer. Si nous exigeons qu'ils payent, c'est parce que les recettes sont insuffisantes pour l'entretien du bac et l'achat de lubrifiants. Raison pour laquelle les prêtants doivent contribuer avec 200 francs pour le vélo et 1000 francs pour la moto. La population, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Mingi baoli sakabaki po parce que eza eloko na biso l'État. Po akoko zangisa mbongo na boîte soit moteur. Nous préférons le bac car il appartient à l'État. Il y a des fois où nous manquons de l'argent pour prendre la pirogue. Les mamans profitent du bac pour traverser et aller au champ. Donc, il fallait tout solo bien. Payer n'est pas le problème. De fois, nous manquons même à manger. Nous profitons du bac pour traverser afin de chercher de quoi se nourrir. Dois-je laisser mes enfants mourir de faim quand je n'ai rien pour payer le bac? Ou bien devrais-je traverser gratuitement pour leur chercher à manger au champ? Ce bac joue un rôle très capital dans la traversée des véhicules et de la population vers l'autre rive. Le problème soulevé par l'Office des routes et la population mérite bien l'attention des autorités de la province du Bandundu. Transport encore au Kasaï occidental, cette fois-ci où le gouverneur Alex Kandemou Pampa vient de suspendre la circulation des véhicules réadaptés en vue de préserver le patrimoine routier. Un moratoire de 15 jours est accordé aux camionneurs afin qu'ils se conforment aux normes. Construire une route exige d'énormes sacrifices et l'engagement de centaines de milliers de dollars. La République démocratique du Congo compte encore plusieurs milliers de kilomètres de routes délabrées, d'où la nécessité de protéger les patrimoines routiers aménagés et réaménagés existants. La RDC venait de suspendre le trafic de véhicules non conformes et non homologués à 4 pneus à la place de 6 ou de 6 pneus au lieu de 10 à travers un arrêté interministériel signé par les ministres des ITPR, de Finances, des Transports et des Communications et de PME le 3 juin 2011. Consciencieux de ces dangers qui guettent les routes, le gouvernement provincial du Kasaï occidental dirigé par Alex Kandé s'est lancé dans cette optique pour interdire la circulation de ces véhicules réadaptés et élargis pour les surpoids qui détruisent nos routes en creusant des fossés, créant des bourbiers, cassant nos ponts, empêchant le bon trafic des autres engins qui viendraient après eux sur l'ensemble du territoire de la province du Kasaï occidental. La saisie de certains camions non homologués à Chikapa et Kananga a suscité des réactions de tout genre les 10 et les 11 février dernier. Encore une fois, un moratoire de 15 jours jusqu'au 1er mars 2015 est accordé aux camionneurs en vue de se conformer. C'est bien de conscientiser nos membres
Parce que les routes là, ce n'est pas le gouverneur qui utilise ces routes, ce n'est pas les ministres. Si nous devons complètement abîmer ces routes, c'est-à-dire surcharger déjà les véhicules qui sont déjà allongés, qui ne sont pas appropriés à n'importe quelle route du monde, parce que ces véhicules, quand on les amène de l'Allemagne, de l'Angleterre, de partout, là, ces véhicules-là ont leur standard. C'est comme vous voyez les véhicules des Chinois ici qui nous transportent les graviers. C'est comme ça que ces véhicules viennent. Nous avons dit que non, ce n'est pas sérieux, il faut un peu revoir cette disposition pour permettre à ce que ces routes soient préserver, parce que de toutes les façons, ce n'est pas aujourd'hui ou demain on va asphalter toutes ces routes-là. Nous devons les préserver à l'état où elles sont pour que ça puisse nous servir le plus longtemps possible. Le gouvernement provincial qui vise la protection du patrimoine routier existant qui coûte d'énormes moyens à l'État en appel à la bonne foi. Il s'est de rappeler que ces véhicules devenus particularité de la RDC créent plus de mal que de bien. L'Église évangélique libre d'Afrique est dirigée par un nouveau représentant légal à l'issue de la récente Assemblée générale extraordinaire qui a désavoué l'ancien prélat pour malversation financière. Les fidèles se retrouvent entre les mains d'un berger appelé à mieux les conduire. La communauté des églises évangéliques libres d'Afrique a tenu son Assemblée générale extraordinaire ce lundi 16 février en son siège. Plus de 200 serviteurs, hommes de Dieu, ont pris part à cette réunion devant élire le nouveau représentant légal de cette église. Ce dernier devra remplacer Crispin Chitundu, qui a régné à la tête de l'église pendant 4 ans et à qui on reproche des mégestions et des malversations financières. Le but général de l'église, c'est l'évangélisation. Et depuis qu'il est là, aucune campagne n'a été tenue ici à Kinshasa. Donc nous devons maintenant tout faire pour que l'Église soit au niveau ou bien au standard que Dieu a préféré que ça soit. L'unique mission de l'Église, c'était l'évangélisation. Et l'Église tendait à disparaître, surtout ici dans la ville de Kinshasa. En plus, les détournements de fonds, il voulait que tout le patrimoine de l'Église lui appartienne, ce qui n'est pas défini par le texte qui le régisse. La nouvelle équipe dirigeante a été reconnue devant le conseiller juridique de l'église et l'agent de l'hôtel de ville. À l'extérieur, une foule immense, fidèle venue soutenir le nouveau guide. Le cordon sécuritaire dans ce lieu réputé sain est certainement placé pour prévenir les éventuelles représailles du comité sortant. Parcourons à présent la presse à travers les lignes. 5 générations de nouveaux majeurs exclus accusent le phare du fichier électoral de 2011 à 2015. Cela fait 5 ans que des millions de jeunes Congolais et Congolaises ayant atteint l'âge de 18 ans restent toujours inconnus de l'administration de la CENI. Ignorer 5 générations apparaît comme une grave entorse, plutôt entorse la recherche de la vérité des urnes qui ne peut que éclater de façon indiscutable si tous les citoyens ayant droit de vote et qu'ils ne s'y renoncent pas pour des raisons diverses participent effectivement au scrutin. Si la CENI ne répare pas la fracture qu'elle est en train de créer au sein de la communauté nationale, des millions de nouveaux majeurs auraient plein droit de ne pas se reconnaître dans les élus à sortir des urnes entre 2015 et 2016. Que s'est-il passé à l'hôpital du cinquantenaire ces dernières 48 heures, s'interroge la postérité. Une dame d'origine angolaise a trouvé la mort dans des circonstances non encore élucidées dimanche dernier. Une infirmière indienne qui l'avait reçue lui administrer du formol. L'a-t-elle fait par ignorance? Avait-elle la formation requise? Voici que le DG indien de l'hôpital va se montrer très discourtois. Acte qui a valu au DG une vive protestation du personnel congolais. Certains en sont venus aux mains. Le pire serait arrivé si le général Célestin Kanyama n'avait pas surgi avec une équipe pour amener du calme. En sport, en prévision du démarrage du champion de la Ligue, plutôt du championnat de la Ligue nationale, plutôt la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, le BC New Generation ouvre le bal ce samedi à 15h face à Molokai à la place Imka, ce qui justifie cette préparation intense du cercle Elaïs dans la commune de la Gombe. Engagé sur les 3 fronts, la Ligue Pro Bakin, la Coupe du Congo et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Club Zone 4. Le Basket Club New Generation est en phase terminale de préparatifs. On prépare d'abord le championnat
qui va commencer le samedi. Ce samedi, et notre premier match, c'est contre Molokai, qui n'est pas une petite équipe, qui est sorti vice-champion de Kinshasa l'année passée. Voilà. Alors, comme nous avons fixé notre objectif, c'est de sortir champion de Kinshasa, c'est d'abord commencer par battre la grande équipe de Molokai. Et nous avons aussi fixé pour la Coupe du Congo. La Coupe du Congo, c'est Mazembe qui est l'équipe qui, on va pas dire la plus forte, mais c'est l'équipe à battre. Ça veut dire quoi? Si vous gagnez Mazembe, vous avez plus de chances de sortir champion du Congo. Donc notre objectif, c'est de sortir ces champions du Congo. Et pour la Coupe d'Afrique, ça sera notre première participation à la Coupe d'Afrique. C'est l'apprentissage pour nous. Donc notre objectif, c'est d'abord de passer le cap de la phase éliminatoire zone 4, et puis jouer la phase finale. Confiants au travail effectué pendant 3 mois, tous les joueurs sont déterminés à hisser très haut les niveaux de leur équipe chérie New Generation. Dès le premier jour qu'ils sont arrivés, ils avaient déjà l'esprit des New Gen, parce qu'on les a déjà parlé, on les a expliqué aussi que cette année on a de telles ambitions, et directement ils ont compris, et nous avons une même idée pour amener aussi l'équipe vraiment vers le haut. En tout cas, j'ai confiance en mes coéquipiers. On est une jeune équipe, on a fait pas mal de transferts, donc il y a beaucoup de nouveaux. Mais je sais que dès qu'on va trouver les automatismes, on va être très très dangereux et on va faire un beau championnat. Nos objectifs de cette année-ci sont plus gros que ceux de l'année passée. Cette année-ci, non seulement on vise le championnat local, bien sûr, et on vise également la Coupe d'Afrique, les qualifications de la Coupe d'Afrique. Donc le niveau d'entraînement a été plus élevé que l'année passée. On s'entraîne beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus intense, on a beaucoup plus de compétition. Reportage signé Stone Loco. Fin de ce journal. Merci de rester branché sur B1 Télévision.